Bienvenue à tous. C'est par une loi de 1946 que les femmes ont pu accéder à la magistrature dans la justice française. 1946, c'est pas si vieux. Elles avaient obtenu le droit de vote en 1944, juste 2 ans avant. Et les faire accéder à la magistrature, c'était sans doute une bonne mesure, puisque, si l'on croit les statistiques, aujourd'hui, les femmes sont majoritaires dans la magistrature. Après, il faudrait étudier pour savoir à quel poste elles occupent. Mais cette question des relations entre les femmes et la justice, elle est passionnante, et elle a passionné d'ailleurs les juristes pendant des siècles. Et on va en parler avec Claire Bouglé-Leroux. Bonjour. Bonjour Patrice Carmoz. Vous êtes maître de conférence en histoire du droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question des relations des femmes avec la justice. Et vous avez donné tout récemment, le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une conférence à la Cour d'appel de Versailles. Et je cite le titre exact de la conférence: de la controverse sur l'arbitrage féminin à l'entrée des femmes dans la magistrature. Alors, c'est vrai que quand je dis que c'est une question, depuis le XVIIe siècle, au fond, on se dispute, si je peux dire, sur la place des femmes dans la magistrature, dans la justice, et en tout cas sur leur place comme arbitre dans les conflits. Et ça commence par un livre, je crois, qui est de 1624, hein, c'est ça? Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas encore suffisamment travaillé sur cette question. Et ça, c'est une enquête. C'est une enquête que j'ai ouverte. À la demande d'une étudiante, notamment parce que j'avais un cours à faire en introduction historique à l'arbitrage et que je parlais toujours d'une dame Guillemette du Moyen-Âge central qui arbitrait des litiges. Et cette étudiante avait voulu consacrer une journée à l'arbitrage et aux femmes. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui est intéressante parce que beaucoup moins que la magistrature publique, l'arbitrage n'est pas très accessible aux femmes. Il y a très peu d'arbitres femmes dans les arbitres. Et aujourd'hui, il y a même des efforts qui sont faits en ce sens. Et alors, il faut dire en un mot, l'arbitrage, c'est quand on ne veut pas aller jusqu'au procès, par exemple, voilà, on fait arbitrer un conflit par... Oui, alors c'est un mode de règlement des litiges qui court-circuite le juge public, mais qui néanmoins passe par des canaux qui s'en rapprochent tout de même. Absolument, oui. Souvent des magistrats qui sont des oui, avocats, ça a été souvent... Voilà. On des clercs, des abbés qui arbitraient. Alors, et donc, à l'époque médiévale des femmes, et c'est vrai que cette question de savoir si les femmes pouvaient arbitrer un conflit ou pas, oui. C'était une question qui était jointe à celle de savoir si les femmes pouvaient juger. Voilà. Bon, alors, les femmes ne pouvaient pas juger, ça, le droit romain l'énonçait assez clairement. Donc, on a des textes dans le digeste qui sont très clairs sur l'interdiction des femmes aux magistratures publiques. Et puis on a un texte de Justinien, plus tardif, qui exprime le fait que les femmes, toutes intelligentes qu'elles soient, et qui précise, qui insiste là-dessus, ne peuvent pas arbitrer des litiges, et que si elles le font, on leur demande de ne plus le faire. Donc c'est un texte assez intéressant parce que c'est un texte qui est difficile à interpréter au sens où il pourrait donner à penser qu'il y a eu une pratique et que ce texte prétend l'interdit, oui. Voilà, prétend l'interdire. Ça a eu lieu, sans doute, oui. Et alors que d'autres juristes l'ont interprété comme simplement un accessoire de l'interdiction des magistratures publiques. Donc cette dispute première, elle a rebondi grâce au droit canonique, parce que il y a une décrétale pontificale de 1202 qui énonce dans un litige précis que la reine de France peut arbitrer. Et c'est ce qui va donner aux juristes, ce qui va créer une brèche, qui va permettre de considérer que les femmes françaises, les femmes de qualité, peuvent éventuellement arbitrer. Alors vous parliez d'un ouvrage, parce qu'effectivement, moi je suis rentrée dans cette querelle par le biais d'Austrebert, puisque Jean Pontas, qui est un théologien et canoniste
qui fait beaucoup de droit, a publié un dictionnaire de cas de conscience. Un dictionnaire des cas de conscience. Il dit décision des plus considérables difficultés. C'est ce qu'on appelle un casuiste. Hein, et c'est un casuiste. Les casuistes, c'est les gens qui règlent les cas de conscience. Voilà, qui posent des questions, qui se sont posées ou qui n'ont jamais eu lieu, des cas d'école, et ils y répondent. Et donc Jean Pontas, dans son édition de 1724, examine c'est un dictionnaire, hein, donc à l'entrée arbitrage, il va examiner la question de savoir si la femme peut arbitrer, et il pose cette question: Hachel et Mexan peuvent-ils, pour purger un litige qui les oppose au sujet d'une somme de 100 écus, recourir à l'arbitrage d'Ostrebert. Ostrebert, c'est une Ostrebert, veuve d'un avocat, précise-t-il, et femme fort entendue. Alors, ça m'a énormément intéressé, cette formulation. D'abord parce que Ostrebert n'apparaît pas... c'est une femme qui est un peu exceptionnelle, elle est veuve d'avocat, elle est femme fort entendue, mais elle n'est ni reine, ni marquise, ni duchesse. De France, hein, voilà, donc Jean Pontas imagine véritablement la possibilité qu'une femme, je dirais tout de même relativement ordinaire, puisse arbitrer un litige entre hommes. Mais un peu éduquée quand même. Un peu éduquée, et justement c'est assez intéressant parce que il la qualifie de veuve d'avocat, donc on peut penser que c'est elle connaît un peu le droit, quoi. Voilà, c'est ce qui lui permettrait éventuellement de trancher, la proximité avec son époux, le fait qu'elle soit veuve également, et la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le sens de sa réponse. Ça n'est pas du tout parce que Ostrebert serait veuve d'avocat qu'elle pourrait trancher. C'est plutôt qu'elle serait à la fois fort entendue et qu'elle aurait un rang qui mais un rang personnel. Ça veut dire quoi? Qu'elle est intelligente? Oui, voilà, qu'elle est. C'est une forte, c'est une femme qui est en capacité intellectuelle de trancher le litige. Elle est fort entendue et elle doit avoir un rang. Mais un rang qui est son rang personnel plus que son statut de veuve ou de femme d'avocat. Et donc, elle est ici envisagée véritablement pour elle-même, là où souvent les juristes envisagent la femme comme accessoire du mari ou comme fille. Donc, c'est la formulation même de Jean Pontas tranche avec tout ce qu'on peut entendre jusque-là, qui est plutôt de restreindre la voie de l'arbitrage féminin véritablement à des femmes tout à fait exceptionnelles. Ce que ne fait pas Jean Pontas, et même s'il dit non, c'est en aucun cas. Ostrebert ne peut pas trancher le litige. Elle peut pas, c'est la réponse qu'il fait. Bien que femme d'avocat Voilà, il renonce. Il renonce, mais d'abord il formule un certain nombre d'excuses galantes. Hein. Les femmes pourraient tout à fait arbitrer, ça n'est pas du tout question de capacité intellectuelle. Ça n'est jamais une question de capacité intellectuelle, d'ailleurs. Et du reste, le texte de Justinien sur l'arbitrage le précise. Les femmes peuvent être d'un jugement excellent. Ça n'est pas la question en cause. Chez Justinien, c'est plutôt des questions de pudeur. Et chez Jean Pontas, c'est plutôt la question de cette controverse et du fait que le Parlement de Paris a interdit cette possibilité aux femmes au tout début du XVIIe siècle, de manière très formelle, à propos de deux décisions arbitrales rendues par des femmes, en tout cas dans lesquelles il y avait des femmes, parce qu'il y a plusieurs arbitres. Voilà. Donc il y a un premier arrêt où la femme est exclue du fait de son sexe, manifestement. Un second arrêt qui est plus ambigu, puisque c'est une femme qui est accusée de prévarication. Et donc, elle a un intérêt, en fait, dans l'affaire. Et ça, c'est une question, je dirais, classique de l'arbitrage. Hein, on revient au droit classique. Bon, bah, l'arbitre ne peut pas être intéressé à l'affaire sur laquelle il va statuer. Ça paraît assez évident. Et les juristes insisteront sur cet aspect de malhonnêteté de cette femme, plus que sur sa féminité. Plus que sur le fait qu'elle soit femme. Oui, ça aurait pu être un homme. Au fond. Voilà. Donc on ne sait pas... Il a un intérêt dans l'affaire. Mais c'est quand même une affaire tout à fait intéressante, parce que quand alors on ne peut pas la retrouver actuellement dans les archives du Parlement de Paris, parce que ce serait vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. En revanche, moi, ce que j'ai pu trouver, ce sont des éléments dans d'autres ouvrages de doctrine où il en est question. Et ça m'a permis d'éclairer un point de vue d'Antoine Loisel. Antoine Loisel, c'est ce juriste qui parle par adage, qui va faire dans ses instituts coutumières un recensement de tous les adages, de toutes ces maximes juridiques, boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, me semble, mais il faut que l'Église y passe, voilà. C'est-à-dire des résumés de règles juridiques. De le dire plus lentement, boire, manger, coucher ensemble,
c'est mariage, ce me semble. Ça, c'est un adage très connu d'Antoine Loisel, bon, qui interroge toujours les étudiants, parce que boire, manger, coucher ensemble, ça n'apparaît pas tout à fait mariage, ce me semble. C'est pour ça qu'Antoine Loisel rajoute, on le dit moins aux étudiants en droit, mais il faut que l'Église y passe. Voilà. Donc ce sont des règles de droit qui sont plastiques. C'est l'apparence comme ça. C'est aussi, oui, tout à fait. Ça permettait aussi, à une époque où les mariages étaient difficiles à prouver, voilà, de supputer que le mariage avait eu lieu à partir du moment où il y avait communauté de vie, et c'était dans l'intérêt, les canonistes étaient très pragmatiques, c'était dans l'intérêt de tous que la plupart des personnes soient mariées pour que les enfants soient légitimes. Oui, absolument. Donc, Antoine Loisel, qui est un romaniste, qui est un juriste savant, s'est intéressé à ces formulations du droit destinées à une forme de vulgarisation. C'est ça. Et dans ces adages, au numéro 27 du titre premier sur les personnes, on trouve un adage sur les femmes. Et il nous dit, femmes envoient et réponses à cour, donc elles peuvent répondre en justice, et s'y reçoivent mise et arbitrage. Et donc elles peuvent recevoir des mises, ce qui est l'équivalent d'une sentence arbitrale, et des arbitrages. Donc c'est très étonnant cet adage, parce que Antoine Loisel prend parti dans la controverse. C'est quelle année, ça? Et donc, ça, c'est 1607. Ah oui, déjà, début du XVIIe. Ouais. Oui, et cet adage se trouve dans sa première édition, parce que dans cette affaire, ce que j'ai vraiment éprouvé, c'est qu'il faut aller comparer les éditions. Par exemple, l'édition de Jean Pontas de 1724 parle des femmes, alors que d'autres éditions n'en parlent pas. Ne parlent pas d'Ostrobert. Et là aussi, Antoine Loisel, il introduit cet adage en 1607, alors même que l'arbitrage féminin vient d'être sanctionné en fait, par le Parlement. Ouais. Donc je le soupçonne même d'avoir été insolent d'une certaine manière, parce qu'il explique dans son introduction que son objet est de récolter toutes les règles qui se sont appliquées, des règles anciennes, des règles actuelles, mais aussi des règles qui présentent une controverse. Donc elle pourrait rentrer dans celle-là. Il la formule au présent. Femmes envoient et réponses en cours, et s'y reçoivent mise et arbitrage, alors qu'il formule certaines de ces règles au passé. Donc, il semble lui donner une actualité, et il la formule de manière extrêmement générale. Ce n'est pas telle femme de rang aux femmes de qualité. Il ne qualifie pas les femmes. Voilà, il ne la qualifie pas, et ça n'est pas un hasard. En recherchant... parce que Antoine Loisel me paraissait vieux pour avoir participé véritablement aux arrêts du Parlement de Paris. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un Loisel de Senlis qui a été avocat de la fameuse femme corrompue. Et il avait évidemment évité de parler de la corruption, mais il avait tout centré sur le sexe de l'arbitre en disant que les femmes pouvait arbitrer. Et on peut penser que Antoine Loisel a fait ce choix pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il connaissait très bien les coutumes anciennes, et que dans le droit féodal, il y a des pratiques qui autorisent la femme à juger dans certaines situations, notamment quand elle est une femme de haut rang. Et même certaines femmes ont pu faire valoir cette possibilité quand elles étaient à la tête d'un commandement territorial. Et le roi de France leur a donné a défendu des femmes dans cette posture qui étaient rejetées pour cause de sexe féminin. Et le roi de France a pris parti pour elle en disant que c'était une pratique du droit français spécifique, propre à nos usages, à notre génie. C'est assez intéressant parce que ça montre, alors c'est qu'on a découvert, parce que souvent on a une image un peu sombre du Moyen-Âge, et en fait on s'aperçoit que notamment le statut de la femme était peut-être été aggravé ensuite. Plutôt que plus ouvert, il était plutôt assez libre. Ça, c'est vrai que au fond, la Genèse met sur un même plan, quoi qu'on en dise, l'homme et la femme en matière de dignité. Et puis, il y a un second facteur, c'est peut-être quand même la diffusion de cette figure de justice féminine, justitia, la vertu de justice, qui est présentée et qui apparaît au cours du Moyen-Âge dans certains ouvrages, et celle de Robinet Testard, qui est un enlumineur qui a participé à un ouvrage juridique qui est la pratique de Jean Mazuère, nous montre une femme en posture de
de juger dans une enluminure qui est le frontispice vraiment de l'ouvrage. Et ce qui est très étonnant, c'est que le cycle iconographique de cette miniature, c'était un cycle qui devait montrer plutôt la justice du prévôt. Alors on voit le prévôt, mais on le voit finalement beaucoup moins. Et on voit une femme en majesté, habillée comme une reine, en posture d'exercer la justice, avec le glaive. Avec le glaive de la fermeté. Il n'y a pas de justice sans fermeté, et il n'y a pas de justice non plus sans miséricorde. On voit bien ses genoux qui connotent la miséricorde et la balance. Et donc on voit que le prévôt, qui en fait est celui qui rend la justice, le doigt levé, eh bien, est tout à fait secondaire dans ce dispositif. C'est elle qui est en première position. Mais Robinet Testard, qui est donc l'enlumineur, est un enlumineur qui a participé à un assez grand nombre d'ouvrages qui portaient sur la querelle des femmes. D'accord. Et c'est un enlumineur qui aime à représenter des femmes. Et il y a là, je ne sais pas, peut-être de sa part un clin d'œil, de nous montrer cette femme de personnel. Voilà, dans une posture aussi... Alors, dans le livre de Jean Massemer, il est question d'arbitrage. D'accord. Et donc, ça peut être également conçu comme un clin d'œil. Là, ce qui est intéressant, parce que, pardon, on est obligé d'aller un peu vite, mais c'est vrai que c'est cette question de la place de la femme dans l'arbitrage, elle va... depuis ce dictionnaire des cas de conscience, ou même avant, avant, elle va traverser les siècles. Elle traverse les siècles, et même elle arrive jusque dans les années 20-30, 1920-1930. On trouve toujours dans les ouvrages d'arbitrage cette question de savoir si les femmes pourraient arbitrer un litige, parce que l'arbitrage repose sur le choix par les parties d'un tiers qui va régler leurs différends. Oui. Donc il y a un individu, l'arbitre est en quelque sorte l'essence même de l'institution arbitrale, plus que dans le jugement. L'arbitrage repose véritablement sur la figure de l'arbitre, et on ne voit pas pourquoi les particuliers ne pourraient pas choisir une femme s'ils l'ont décidé. C'est à eux de faire ce libre choix. Alors c'est vrai est-ce que ça se résout pour cette question? Quand est-ce que des femmes, on ne discute plus le fait que des femmes puissent arbitrer un conflit? Les arrêts du Parlement de Paris vont être ensuite repris par d'autres parlements. Le Parlement de Bretagne, par exemple, va prendre un arrêt identique. Donc, il devient extrêmement dangereux à partir de là de rechercher un arbitrage féminin. Plus personne n'a intérêt à prendre d'arbitre femme. Ça risque d'être... donc on peut imaginer que la pratique s'en est éteinte. Bon, bien qu'au XVIIe siècle, on parle aussi beaucoup de justice charitable, de justice paroissiale rendue dans le sérail de la paroisse, et qu'on peut imaginer que certaines femmes, certaines grandes dames qui avaient vocation à exercer la charité, et puis éventuellement dans ces bureaux de charité travailler, rendre des décisions. Mais moi, ce qui m'a justement intéressée, c'est d'étudier cette querelle à partir du moment où elle est censée ne plus avoir d'enjeu pratique. Voilà, on continue à parler de ça, même si alors on ne qu'il le n'y fait a plus. plus d'objet. Voilà. Alors pourquoi? Ça, et ça, c'est une question. Alors, on a dit, sans doute, la misogynie des juristes, parce que c'est vrai que Poulain de la Barre, qui est un écrivain féministe, s'est attaqué aux jurisconsultes comme des vecteurs de misogynie très forts. Bon, moi, j'avoue que dans ma quête, qui n'est pas terminée, j'ai trouvé finalement beaucoup de juristes qui se positionnent en faveur des femmes. Il y a des misogynes, on va y revenir, mais des auteurs qu'on pourrait qualifier de misogynes, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui sont favorables aux femmes, qui soit profitent de cette discussion pour dire tout le bien qu'ils pensent des femmes, bon, de manière assez gratuite, il faut bien évidemment le percevoir, et parfois avec des propos qui aujourd'hui amuseraient, évidemment. Oui, mais, bien sûr. Et de ce point de vue... Un peu condescendant, peut-être. Oui, voilà, c'est une préfiguration totale de ce qui va s'échanger au moment de l'entrée des femmes dans la magistrature. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes arguments, des arguments essentialistes. La femme, son rôle n'est pas essentiellement celui-là, mais toujours en soulignant que la femme est capable d'un excellent jugement. Et d'ailleurs, dans une des affaires du Parlement de Paris, le Parlement a condamné l'arbitrage, mais il a repris toutes les motivations en disant que le jugement était particulièrement pertinent. Donc il y a une forme d'ambiguïté. Il y a même des juristes comme Bernard Hauton qui proposent de créer des mots
spécifique, comme arbitrice, plutôt qu'arbitre, alors que c'est un mot épicène qui suffisait tout à fait. Parce qu'il participe aussi... Épicène, ça veut dire qu'il y a les deux sexes. Hein, voilà, qu'il y a les deux. Exactement, on n'a pas besoin de féminiser. Et d'ailleurs, en 99, il y a eu un rapport sur la féminisation des noms, et arbitre fait partie des noms qu'il n'est pas utile de féminiser, puisque c'est un épicène. Un arbitre, ça va très bien. Donc Bernard Houghton fait œuvre un peu de militantisme, et on peut se demander si un certain nombre de ces juristes n'ont pas voulu par là participer à cette querelle des femmes sur le terrain littéraire, où... C'est un jeu littéraire, il faut quand même souligner la dose d'humour qui s'introduit dans cette querelle. Alors aujourd'hui, on a peut-être moins d'humour, mais les juristes aiment introduire dans leurs traités savants, sérieux, parfois pénibles à lire, des moments un peu de détente. Voilà, comme on fait dans un cours, pour que les étudiants puissent quand même de temps en temps respirer un peu. Prendre une respiration. Et puis, il y a quand même dans cette question, les femmes peuvent-elles ou non arbitrer, une dispute d'écoliers en droit parfaite. Un sujet amusant qui peut permettre de faire rire l'auditoire et d'échanger des arguments pour et contre, tout en arrivant à une conclusion nuancée. Sans un enjeu. Voilà, sans aucun enjeu. Voilà. Donc c'est un sujet intéressant. Moi, je pense que c'est une piste, c'est-à-dire de pourquoi ils se sont autant intéressés à cette question, mais parce qu'en fait ils l'ont travaillé depuis longtemps, comme étudiant, comme un jeu. Et ils participent donc à cette querelle des femmes plus vaste. D'ailleurs, certains de ces juristes sont aussi des écrivains. Donc je pense à celui, à Brion, qui est sans doute le plus misogyne des juristes que j'ai pu trouver, qui d'ailleurs va attendre une... C'est quelle époque, Brion? Alors c'est un dictionnaire qu'il écrit au cours du... 17e, 18e siècle, qui se diffuse avec plusieurs éditions. Et dans l'une des éditions, il va consacrer une diatribe contre l'arbitrage féminin. Et alors c'est très intéressant parce que il va démonter toute la mythologie de l'arbitrage féminin qui a été construite par ses prédécesseurs, qui repose sur Déborah, la femme biblique qui est arbitre et qui juge sous son palmier. Et puis, à la suite de ça, on a égrené un grand nombre de femmes de la mythologie qui avaient pu arbitrer, des reines. Et donc, on a construit une mythologie favorable. Il va déconstruire cette mythologie, il va dire que c'est vraiment absolument que les femmes qui ont gouverné ou qui ont tranché des décisions ont été la ruine des royaumes, et il va égrener tous les arguments en défaveur des femmes, et c'est un moment d'anthologie. Mais je pense que Brion le sait, c'est une provocation de sa part. C'est un ami de la Bruyère qui écrit aussi des textes assez hostiles aux femmes, et également teintés de droit. Il passe par le droit pour critiquer les femmes ou pour les cantonner dans un certain nombre de rôles. Il a écrit sur le terrain littéraire un ouvrage qui est très proche de celui de la Bruyère. Donc, il se pique de littérature. Et donc, c'est aussi un sujet sur lequel il y a une porosité assez grande entre le droit, mais aussi d'autres aspects. Exactement. Par exemple, les juristes vont pester contre les femmes qui veulent parler latin. Ça n'a rien à voir avec leur sujet, mais... c'est un peu les femmes savantes. Voilà, exactement. C'est les femmes savantes. Alors, on est obligé d'aller un peu vite. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats en 1946 sur l'accession des femmes à la magistrature? Oui. Il y en a eu avant, sur l'introduction des femmes en 1900 comme avocates. Donc il y a eu beaucoup de débats. Elles sont devenues avocates beaucoup plus tôt. Elles sont devenues avocates en 1900. Elles n'ont pu devenir avocates. Exactement, parce qu'il y en a très peu au départ. Il y en a très peu qui professeur de droit. Professeur de droit en 1931. C'est quand même relativement tardif. Et donc, il y a beaucoup de débats, des débats qui... D'ailleurs, l'arbitrage féminin n'est plus une question. On voit que ça s'épuise, parce qu'en réalité, le débat est ailleurs. Il est un débat plus concret, d'une véritable entrée dans le palais de justice. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale a beaucoup poussé à ça, et qu'ensuite, dans le règlement des conflits après la guerre, les femmes ont eu un rôle. Et donc, il est difficile de le leur refuser. Elles vont rentrer également dans elles vont devenir jurées d'assises aussi.
Oui, ah oui. Donc ça se fait progressivement. Il y a eu beaucoup de propositions en ce sens, dont certaines ont été pas loin de passer avant 46. Hein. Donc, c'est un peu comme sur le droit des femmes. Hein. Il y a eu beaucoup de... c'est la guerre de 14 aussi qui entraîne ça. Enfin, c'est vrai que les guerres ont été assez favorables aux femmes, si je peux dire. Oui, parce qu'on les a vues en posture, quel rôle elles pouvaient jouer. Hein. Aussi les rôles. Parce que ce qui est intéressant dans l'arbitrage, et on le voit bien, c'est que c'est quand même un héroïsme féminin qui est parfaitement compatible avec l'exercice d'autres charges. Au fond, quand on loue l'héroïsme féminin, souvent les femmes sont en posture presque virile, ou alors on leur attribue énormément de courage, mais parce que le courage est conçu comme une valeur virile, tandis qu'ici, il faut qu'elles soient un peu vieilles. Elles peuvent apparaître d'abord comme pouvant non pas accomplir un acte héroïque unique, hein, qui souvent s'éteint soit par leur mort, soit elles rentrent chez elles et puis elles reprennent leur rôle domestique. Mais là, on pourrait leur confier une fonction durable. Qui peut sembler, surtout pour l'arbitrage, hein, plus que pour la magistrature qui demande presque une permanence. L'arbitrage, vous êtes appelé à l'arbitrage irrégulièrement. Donc c'est tout à fait conforme avec d'autres fonctions qui pourraient être des fonctions quand même d'autorité. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine notabilité, mais des fonctions domestiques, une famille. Donc de ce point de vue, c'est intéressant. Et puis il n'y a pas ce blocage qu'on a dû lever pour la magistrature, qui est le fait que les femmes ne devaient pas avoir portée d'office public. Et on revient à cette question de la loi Salique, en France très forte quand même, qui est un débat qui a toujours été conjoint à celui de l'arbitrage féminin. En mot, les femmes ne peuvent, ne peuvent pas régner. Voilà. Elles peuvent régner, mais elles ne peuvent pas exercer la charge de roi en tant que telle. Et c'est un débat c'est très intéressant parce qu'on voit des juristes qui vont être très hostiles aux femmes sur ce plan, mais qui sur l'arbitrage féminin vont être au contraire favorables. Toujours pour la même raison que c'est une exception française. Finalement, la loi Salique, dans la perception qu'on en a, est très forte en France, beaucoup plus qu'en Angleterre, où elle est semi-salique. Hein. Les femmes peuvent accéder, mais après les hommes, s'il n'y a pas d'hommes, à défaut d'hommes. Comme la reine d'Angleterre. Tandis qu'en France, les femmes ne peuvent absolument pas régner. Et chez les juristes français... Et ça a imprégné tout oui, parce que chez les juristes anciens, les juristes français anciens, c'est une façon de montrer la supériorité de la France, la supériorité de la monarchie française. Et donc on retrouve la même chose, c'est-à-dire que ça célèbre l'exception du droit français. Voilà. En un mot, parce qu'il faut qu'on se quitte malheureusement, il y a la première magistrate, je crois qu'elle s'appelle Charlotte Béquignon-Lagarde, qui était une professeure de droit, c'est ça, qui a fait à la Cour de cassation, je crois. Elle a été professeure de droit à Rennes. Et j'en suis très fière parce que exactement, j'ai fait mes études à Rennes. Et d'ailleurs, je me surprends aujourd'hui à penser que personne ne nous a jamais parlé de Béquignon-Lagarde. Donc, elle a été la première femme à avoir l'agrégation, après avoir subi quelques petites réflexions. Vous savez qu'au début de l'agrégation, il y a cette séance des visites où vous saluez le jury, vous discutez informellement avec le jury. Et donc, elle rappelait qu'un des membres lui avait dit « Vous seriez mieux à raccommoder les chaussettes de votre mari, qui était également professeur de droit, plutôt qu'être dans ce concours. » Là aussi, il y a peut-être une certaine dose d'humour. Mais en tout cas, Charlotte Béquignon-Lagarde, parce qu'elle est devenue professeure, a ensuite pu faire jouer cette qualité pour rentrer directement à la Cour de cassation. Mais on préférait qu'elles aillent directement à la Cour de cassation parce qu'à la Cour de cassation, elles n'étaient pas confrontées aux justiciables directement. Oui, absolument. C'est intéressant. Donc on revient à cette question Après, il y a eu Simone Rosès qui était la première femme présidente de la Cour de cassation. Après, il y a eu des femmes. Et il y a une majorité aujourd'hui de femmes magistrates. Mais... Chantal Arens a été récemment magistrate de la Cour de première magistrate de la Cour de cassation. Qui était avec vous le 8 mars dernier à la Cour d'appel de Versailles. Ceci étant, il y a peu de femmes, il y a quand même peu de femmes dans des postes... oui, voilà, il y a beaucoup de femmes magistrats, mais les postes... Oui, mais aussi parce que certaines ne le souhaitent pas. Parce que, effectivement, elles cherchent toujours quand même... Les femmes cherchent parfois à concilier leur vie privée avec oui, il y a une pression sociale, quoi, on pourrait dire ça. Hein. Pression sociale et aussi parce qu'elles sont attachées à leur vie privée et à concilier les deux de manière harmonieuse. Merci beaucoup, Claire. Puisque vous êtes de l'université, je signale un événement qui va avoir lieu le 2 avril prochain à la bibliothèque municipale de Versailles. Ça s'appelle le marathon de la lecture. Alors, il y a plein d'écrivains qui vont venir lire. Vous-même
Moi-même, je vais faire un jeu littéraire. Alors voilà, et il y aura, alors c'est sous l'égide de l'université et du maire de Versailles, François de Mazières. C'est à partir de 18h, donc le 2 avril prochain, le marathon de la lecture. Merci beaucoup, Claire Bouglé-Leroux. Merci. Et puis on se reverra pour d'autres histoires comme ça passionnantes. Merci.